Bonjour François. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler de ton expertise sur ce podcast. Écoute, François, Bonjour Gabriel. bah, super. François, pour te présenter rapidement, tu es un commercial qui a fait ses preuves durant toute sa carrière et qui aujourd'hui a été à de très nombreux postes dans les fonctions commerciales et a créé le métier de coach et préparateur mental à la vente. Donc, tu vas nous en dire un peu plus. Et ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter dans ton parcours et tes expériences marquantes pour qu'on puisse situer qui tu es et ce que tu as réalisé. Ok, écoute, merci. Pour faire rapide, j'ai commencé ma carrière dans un grand groupe en Allemagne pendant 5 ans. J'ai pris la direction d'un bureau de vente de technologie d'ultrafiltration pour un groupe qui n'existe plus, qui s'appelait Rhône Poulenc. Ensuite, j'ai continué un peu dans ce groupe et puis j'ai postulé. Je l'ai quitté, j'ai pris la direction commerciale, générale et commerciale de la filiale française d'un groupe allemand, d'une société, d'une grosse PME allemande. Pareil, toujours dans le B2B, technologie de purification, filtration. J'y suis resté 8 ans de mémoire. Ensuite, ils m'ont envoyé aux États-Unis pour développer le business pendant 3 ans. Et puis là, j'ai enfin fait ce que je voulais faire depuis toujours, monter ma boîte. Donc, je suis rentré en France, j'ai monté ma première boîte en 2007 sur du développement de technologies de purification de molécules pharmaceutiques. Ensuite, j'ai monté une deuxième boîte sur la même chose, mais sur les déchets agricoles. Et donc, cette activité-là, je l'ai revendue. Et donc, depuis 3-4 ans, je fais une chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais sans trop savoir ce que c'était. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'aller encore plus loin dans le domaine de la vente, parce que c'est une passion, en fait. Moi, j'adore vendre. Et essayer de comprendre, en fait, comment je faisais pour vendre, en fait, parce que je m'étais jamais vraiment posé cette question-là. Et à force de m'interroger, etc., j'ai découvert qu'il y avait mais bon, je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Il y avait en fait, des blocages. Il y avait beaucoup de gens qui étaient même carrément inhibés, tétanisés, paralysés par la vente. Et je me suis dit que j'avais quelque chose à faire là-dedans parce que moi, je ne ressens pas du tout ça, au contraire. Donc du coup, j'ai en effet créé ce métier de préparateur mental à la vente, c'est-à-dire qu'en fait, je me sers de formation, de préparation mentale pour sportifs, de coach, praticien. Je suis coach praticien RNCP, et puis des techniques de PNL je fais un savant mélange de tous ces trucs-là, plus ma personne, et en gros, je traque la croyance limitante, la pensée limitante, et je libère l'essor commercial de mon client. Voilà en 2 mots. Ok, super intéressant. Ouais. Donc, effectivement, tu as une facilité à vendre que d'autres n'ont pas et tu as essayé d'analyser ça en profondeur pour essayer d'aider ceux qui ne l'avaient pas. Très cool, très très clair. Écoute, moi j'aime bien poser cette question-là. C'est quoi selon toi ta plus belle vente? Tu vois, c'est pas forcément une question de chiffres ou de rapidité, mais la plus belle histoire que tu as racontée sur les ventes que tu as pu réaliser. Alors, ma plus belle histoire, je la raconte d'ailleurs, parce que je fais un podcast qui s'appelle La Voix de la Vente. Alors, je ne sais plus quel numéro c'est, je te retrouverai ça, je te dirai. Ouais. C'est en fait une histoire où j'étais en Allemagne, donc j'étais jeune vendeur. Je te passe tous les détails. En gros, la visite commerciale, c'était un Autrichien qui venait, un directeur technique et commercial d'une boîte autrichienne sur une nouvelle application pour nos membranes d'ultrafiltration. Et en fait, ma prouesse, elle a résidé dans le fait que sur 1 heure d'entretien, j'ai monopolisé la parole pendant 5 minutes. J'ai présenté en gros la techno et je l'ai laissé parler pendant 55 minutes. Et le gars, au fur et à mesure, il s'est auto-persuadé que c'était ça qu'il fallait qu'il fasse, que c'était ça qu'il devait utiliser comme technologie. Et il s'en est tellement persuadé qu'il était au final
intimement convaincu que j'étais le spécialiste du sujet, qu'il n'y avait que moi qui étais capable de le comprendre. Et quand j'ai évolué, que je suis revenu en France dans ce groupe, il a appelé mon patron pour lui interdire de me faire partir, parce qu'il m'a dit, moi, je ne peux travailler qu'avec ce gars-là, il n'y a que lui qui me comprend. Et en fait, c'était ma plus belle vente parce que j'ai appliqué exactement la règle de base de la vente, qui consiste à écouter. Et alors, c'est pas une écoute stupide de Benet qui dit rien. Lui, en fait, j'avais un gars en face de moi qui avait compris, qui savait et qui ne racontait pas d'idiotie. Il connaissait parfaitement il savait ce qu'il voulait faire et il savait comment nos composants pouvaient l'aider dans sa réalisation. Donc, en fait, il suffisait juste de l'écouter, de le guider dans ce qu'il disait. Et puis voilà, bingo, bingo à la fin. Et c'était vraiment, j'en garde un super souvenir. Et puis ma boîte aussi, enfin la boîte de l'époque aussi, parce que ça a généré un business assez lucratif par la suite. Ok, ouais, donc 5 minutes sur 1 heure, quoi. Pas mal. C'est souvent ce qu'on retrouve, ouais, effectivement. Moins tu parles, plus tu en apprends sur la personne en face, et puis mieux tu peux viser après pour tirer en plein dans le mille, quoi. J'aime beaucoup cette Ouais, mais histoire. là, le truc qui était particulièrement rigolo, c'est que c'était a priori une visite de découverte. Alors, pas complètement, parce que j'avais déjà fait pas mal de choses en amont, mais pas avec ce gars-là. Donc, c'est à la fois une visite de découverte et du closing. En fait, j'ai closé ce jour-là, parce que ce jour-là, il m'a dit oui, bah, c'est bon, on va bosser ensemble, on va faire 3 installations, une en Allemagne, alors c'est une en Bavière, il y en avait une en Suède de mémoire, et puis il y en avait une, je sais plus où, en Thaïlande, je ne sais quoi. Et le gars, il a tenu promesse. C'était vraiment marrant, c'était rigolo, quoi. Puis à l'époque, j'étais jeuneau, j'avais quoi? J'avais 26 ans, 27 ans, quoi. C'était cool, quoi. Ouais, c'est sympa. Et qu'est-ce que tu Ouais. penses qui a pu faire la différence au-delà du fait que tu aies écouté autant? Bah, ça, en fait, franchement, c'est ça. C'est franchement ça, parce que la majorité des gens, enfin non, je corrige. Beaucoup de personnes qui n'ont pas véritablement compris ce qu'était la vente commencent par une phrase que j'appelle tue la vente, qui est bah, je vais déjà commencer par me présenter, je vais vous expliquer ce que je fais. On s'en fout complètement. En fait, on s'en fout. Donc, moi, j'ai commencé comme il fallait commencer. Je suis pas sûr qu'à l'époque, j'avais conscience qu'il fallait faire ça, parce que bien souvent, je ne le faisais pas à cette époque-là. Mais là, ce jour-là, je sais pas, j'ai eu un bon feeling, j'ai eu une bonne intuition et j'ai suivi mon intuition et c'était comme ça qu'il fallait faire, quoi. Et je sais aujourd'hui que c'est comme ça qu'il faut faire. Et je sais Ouais. aussi aujourd'hui qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris ça. C'est assez marrant parce qu'effectivement, une fois que tu le découvres, ça paraît complètement évident et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui le font pas, mais je ne comprends pas pourquoi, même des commerciaux expérimentés, t'as dû en rencontrer, des gens qui avaient en tête qu'il fallait absolument pitcher. Et comment tu fais pour les faire sortir de cette idée-là? Ben, en fait, j'allais te poser la question avant. Est-ce que tu sais, en fait, est-ce que tu sais pourquoi ils sont comme ça? Euh, non, je sais pas. En fait, de quoi l'humain aime le plus parler? En de soi, ça c'est très clair. De lui-même. Exactement. Donc, ils se comportent dans la vente comme ils font dans la vraie vie. Et ils pensent que, mais c'est une croyance, alors là, c'est la toute première des croyances, ils pensent que plus ils vont parler, plus ils vont montrer leur technique, plus ils vont montrer leur technicité, et plus le client va se dire oh là là, ce gars, je dois absolument bosser avec lui, il a le meilleur produit du monde et c'est le meilleur vendeur du monde. Alors qu'en Hmm. fait, il saoule. En fait, il saoule. Ouais. Hmm. Ok, ok. Très, très intéressant. On comprend de mieux en mieux en fait pourquoi et ce qui t'a amené à créer ton activité actuelle. Juste petite question. Donc la société que tu as, revendue, c'était quoi exactement que tu faisais? Alors, j'ai pas revendu la société, on avait développé des brevets avec un copain. Et on a revendu des brevets. C'est une technologie qui permet de valoriser des coproduits des déchets agricoles, d'en extraire des molécules d'intérêt. Et en fait, on a vendu ces brevets à une entreprise qui vient de lever des fonds et qui en fait l'industrialisation du procédé. D'accord. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui.
Mais Oui, c'est de la vente, effectivement. quoi. Oui, il y a toujours La de vente l'avant. complexe. C'est de la vente complexe, c'est du développement technique, il y a eu des dépôts de brevets, de l'innovation, enfin bon, plein de choses passionnantes que je raconte d'ailleurs dans la voie de la vente. On y revient toujours. Mais je mettrai le Ouais, lien dans le toujours. pour que les gens puissent y accéder facilement. Euh, ok, ok. Alors maintenant, je te propose de focaliser un peu plus donc notre attention sur le métier de préparateur mental à la vente. Euh, et du coup, même si on en a déjà un peu parlé, qu'est-ce qui a déclenché la création de ce métier quel a été ton déclic? Et en fait, mon déclic, c'est que moi, j'ai fait, comme beaucoup de gens, hein, j'ai fait plein de formations, j'ai lu beaucoup de bouquins, bon, alors à l'époque dont je te parle, quand j'étais jeune vendeur, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas tout ça, donc on lisait les livres, en fait. Et puis, j'ai toujours eu un petit goût amer, c'est-à-dire que je comprends ce qu'on me racontait, ça, dans mon mental, ça arrivait, je comprenais, oui, oui, en effet, il faut faire ça, il faut faire ça. Et dès que j'arrivais le lundi matin, j'étais à nouveau dans ma voiture, le week-end était passé. En fait, concrètement, je fais comment? Et à chaque fois, ben, je retombais dans ce que je pensais être dans la façon dont j'interprétais les choses, en fait. C'est-à-dire que on m'avait dit, par exemple, je reprends l'exemple de l'écoute, faut écouter. Mais en fait, concrètement, ça veut dire quoi écouter? Et Hmm. franchement, moi, j'ai mis du temps avant de comprendre ce que signifiait le mot écouter. Et un jour, je me suis dit, bah, pour écouter, il faut faire quoi? Il faut se taire. Mais aller devant un client où tu es censé te présenter, tu es censé faire le kéké, machin, parce que tu es vendeur, te taire, c'est super compliqué à faire. Et en fait, moi, ce qui m'a toujours manqué, et je trouve qu'il manque encore aujourd'hui dans les formations et même dans tous ces trucs qu'on voit maintenant sur les réseaux, sur les 10 000 façons de mieux vendre, le machin, c'est toujours des techniques, des combines, des trucs, des astuces. D'ailleurs, il y a plein de gens qui disent, ah, est-ce que tu as des trucs et des astuces? Non, il n'y a pas de trucs et d'astuces. La vente, c'est un état d'esprit. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui se travaille et qui se travaille en fonction de la personne qu'on est. C'est-à-dire que toi, tu vas pas vendre comme moi. T'as pas pour des milliers de raisons. Chacun doit trouver son propre style. Et donc, je me suis dit, ben, il faut travailler là-dessus, en fait. Et ça, c'est un travail qui, à mon avis, se fait de façon individuelle, avec quelqu'un qui t'accompagne. Hmm. Et c'est pas du mentoring, parce que on entend souvent parler de coaching commercial. Beaucoup de gens qui parlent de coaching commercial. En fait, c'est pas du coaching qu'ils font, c'est du mentoring. C'est pas pareil. Le mentoring, c'est une vieille barbe comme moi qui explique à un petit jeune comme toi comment on fait pour te vendre. Ça, c'est du mentoring. Quelque part, c'est de la formation. Le coaching ou la préparation mentale à la vente, c'est aller chercher là où ça gratouille, là où il y a un blocage. Et c'est réussir à mettre en évidence, à faire mettre en évidence, faire prendre conscience à la personne des blocages qu'elle a et les débloquer. Et ces blocages, ils peuvent venir de mille choses. Ça vient en général de la représentation du monde que les gens ont, ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, ce qu'ils pensent des autres. Et c'est tous ces trucs-là qu'on appelle des croyances qui deviennent des certitudes. Et puis de certitudes, ça devient des vérités. Et une fois que c'est des vérités, bah, c'est indécrochable. En fait, la personne a ça dans sa tête. Et puis, elle pense que c'est comme ça qu'on doit faire. Et comme elle pense que c'est comme ça qu'on doit faire, c'est pas parce que tu vas lui dire fais autrement qu'elle va le faire autrement. Ouais. Et c'est quoi justement disons, les trois croyances limitantes les plus fréquentes que tu vois chez les commerciaux que tu accompagnes? Bon, ben, moi, je travaille beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, avec des gens qui sont en train de monter des business et qui n'ont jamais fait de vente de leur vie. Donc là, je parle pas pour des commerciaux confirmés. En général, alors la peur de la prospection, c'est un grand classique. Donc qui est lié fortement à la peur de l'échec ou la peur du rejet. Hein. La peur et là aussi qui se rapporte à à la peur de l'échec, c'est l'annonce du prix. Donc ça, c'est la trouille comment faire pour annoncer son prix. Hmm. Et puis un grand classique, c'est ce qui s'appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire est-ce que je vaux vraiment, est-ce que je peux me permettre de faire de faire telle ou telle prestation, tu vois. Hmm.
Ouais, Et ok. ça, ça se rapporte à des notions de valeur qu'on a de soi-même, en fait. Et comment tu fais pour les faire passer outre ces trois difficultés, ces trois croyances? Et comme faisait Socrate il y a plus de 2000 ans, parce que, en fait, on appelle ça la maïotique. Je pose des questions. En fait, fondamentalement, je m'intéresse à la personne. Moi, il y a un truc chez moi dont je me suis rendu compte, c'est que, alors déjà, j'aime l'humain, j'adore l'humain. Je trouve que l'humain est passionnant. Passionnant à la fois dans tout ce qu'il a de bien et dans tout ce qu'il a de nul, de pourri, de pas bien, hein, parce que bon, voilà. Et j'aime ça. J'adore les histoires des gens. J'aime bien écouter ce qu'ils me racontent. Et en fait, je m'intéresse sincèrement à la personne. Et en fait, à chaque fois, ça m'interpelle parce que à force de poser des questions, en fait, j'essaye vraiment de comprendre. Tu vois, la personne me dit, bah voilà, j'arrive pas à faire ça. Ok, ok, tu fais comment? Bah, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Ok, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Bah, il se passe ça. Et donc, les gens me disent à un moment donné un truc, ils me disent, ah ouais, ah d'accord, donc ça, tu penses que ça, c'est un truc qui est vraiment important. Bah oui, parce que tu te rends compte, blablabla, blablabla, blablabla. Et puis soudain, il dit, ouais, ok, peut-être que tu pourrais faire autrement aussi. Et là, tac, soudain, il y a un truc qui s'allume dans leur tête, et puis les gens se mettent à se dire, ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais, je pourrais peut-être faire comme ça. Ah oui, t'as raison. Ils sont persuadés que c'est moi qui l'aurais dit en plus. Hmm. Euh, ah oui, c'est vrai, on pourrait peut-être faire ça. Et puis après, c'est de la mise à la, c'est du test en fait. C'est ce qu'on appelle de l'effectuation. C'est-à-dire, tu testes, tu te plantes et tu recommences, quoi. En fait, c'est le principe de la vie, hein. La vie, c'est ça, hein. Comment est-ce que tu as appris à marcher? Tes parents, ils ne se sont pas mis derrière toi en te disant, voilà, alors ils n'ont pas décomposé le geste, ils t'ont pas donné une procédure, ils t'ont mis debout, et puis ils t'ont dit, vas-y mon fils, marche. Et puis au bout de X fois où tu t'es cassé la figure, ton corps a appris par lui-même comment la marche devait se faire. Ben, en fait, ça, c'est un apprentissage typiquement humain. L'humain, il est né non fini, Hmm. à la différence des éléphants, par exemple, ou d'autres animaux. Et en fait, on apprend en expérimentant, en faisant des erreurs et en les corrigeant. C'est pour ça qu'on dit l'erreur est humaine. Quand on dit l'erreur est humaine, c'est pas pour pardonner à l'humain de faire des erreurs. Hmm. L'erreur est humaine, c'est parce que l'erreur est intrinsèquement humaine. Et l'erreur, c'est le process qui permet d'apprendre. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas non plus le proverbe latin, c'est les neuroscientifiques, dont un en particulier qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui est très connu, qui parle des 4 piliers de l'apprentissage. Et dans les 4 piliers, il y a le fait de faire des erreurs et de les Hmm. corriger. Alors après, j'ai pas dit que faire des erreurs, c'est génial. Je dis simplement que faire des erreurs, c'est on peut pas les éviter. Deux, une fois qu'on les a faites, c'est avoir la capacité de les analyser et de se dire, ouais, là, franchement, c'est une erreur. Et quand tu te rends pas compte que c'est une erreur et que tu continues à le faire, bah, là, en fait, tu es dans la croyance ou dans la pensée limitante. Et c'est là qu'à un moment donné, bah, tu décortiques le truc avec la personne, enfin, sa façon de voir la chose, sa façon de procéder. Puis à un moment donné, bah, comme on dit un peu vulgairement, il y a une pièce qui tombe, et puis le gars se dit, ah mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Ouais, je pourrais peut-être faire autrement. Voilà. Ok. Mais le Et fondement de tout ça, c'est le fait de s'intéresser sincèrement à la personne. Et hmm. ça, pour moi, c'est aussi l'apanage des grands vendeurs. Les grands vendeurs, c'est ceux qui s'intéressent vraiment à la personne. C'est pas ceux qui font des techniques, des machins. C'est pas des magiciens, les vendeurs. C'est des gens qui essayent véritablement de comprendre, qui essayent de se mettre à la place du client, de voir sa problématique et de lui trouver d'une façon ou d'une autre une solution. Pour Hmm. moi, la définition de la vente, la meilleure que j'ai trouvée, c'est persuader quelqu'un qu'on a la solution à son problème. C'est simple, mais c'est super efficace. Hmm. Et pour faire ça, bah, faut t'intéresser vraiment au problème de la personne. Et justement, le problème que certains entrepreneurs peuvent avoir, ou même certains qui veulent se lancer, c'est que ils n'ont pas l'impression de légitimité quand on fait de faire quelque chose, ou même de vendre quelque chose. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite se lancer, comme moi, si tu l'as compris, je suis quand même assez entrepreneur dans l'âme. Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour avoir ce sentiment de légitimité quant au fait de vendre sa propre offre?
Vas-y, fonce, teste. C'est comme ça qu'il faut faire en fait. En fait, justement, faut pas penser en fait, faut agir. Mm. Moi, en fait, la première fois que j'ai, la première semaine, ben, je la raconte dans une histoire. Ça. La première semaine de vente, j'avais quel âge, 22 ans, donc j'étais en Allemagne. Je suis allé voir mon boss, j'avais fait un stage chez eux, et puis au bout de 6 mois, le stage fini, je lui dis bon, ben, maintenant je fais quoi? Ben, il dit maintenant tu vends. Je dis mais je fais comment? Ben, tu te débrouilles, tu as toute une liste de clients, tu te débrouilles. Mais il me dit par contre, si tu veux, si tu as la moindre question, tu viens, ma porte est toujours ouverte, tu viens dans mon bureau et puis je t'aiderai. Donc je me suis retrouvé le lundi matin à avoir des listes de clients qui avaient en plus tous un inconvénient, c'est qu'ils parlaient tous allemand. Euh, En plus, ils parlaient même pas allemand parce qu'entre le bavarois, le hambourgeois, le, le saxe et puis la langue du palatinat, c'est pas le même allemand. Enfin bon, bref. Mm. Et en fait, mon boulot, ça consistait en fait, à m'occuper une semaine avec des gens et essayer de trouver des rendez-vous pour pouvoir faire quelque chose parce que sinon, j'allais tourner en rond, que j'allais m'embêter. Donc en fait, c'était ça ma Mm. motivation de départ. C'était même pas de vendre et donc j'ai fait en fait. J'ai appelé des gens, je me suis pris des portes, je me suis pris des vents, je me suis pris tout ce que tu voulais et j'ai fait. Et puis j'ai fini par apprendre Mm. parce qu'en fait, on m'a donné aucune formation commerciale. Mais alors aujourd'hui, ça c'est plus concevable. En 2025, tu dis pas à un vendeur. J'ai embauché un gars là, j'ai embauché un gars dans une de mes boîtes en 2014 et je l'ai mis en Allemagne. J'ai fait comme j'avais fait avec moi. Bon, bah, ça a été un bide total. Quoi. Le gars, il a Ouais. rien refait, ça s'est mal fini. Mais bon, Mais voilà. Donc, tu vois, j'ai aussi appris. J'ai appris qu'un commercial aujourd'hui, alors encore pire maintenant, 10 ans après, en 2025, c'est mm. quelqu'un qu'il faut. Il y a même un mot anglais. Je pense qu'on ne devait pas avoir suffisamment de vocabulaire en français. On appelle ça l'onboarding. Donc, l'onboarding, ça consiste d'ailleurs, c'est un peu dans le mot, c'est un petit peu à border l'arrivée du jeune pour ne pas le laisser euh, se débrouiller tout seul dans la nature. Mm. Je pense que quelque part, laisser les gens se débrouiller un petit peu, alors peut-être pas complètement autant que moi je l'ai vécu, mais laisser les gens un peu se débrouiller et puis y aller, foncer et se prendre des portes, pour moi, c'est la meilleure façon de enfin, c'est une bonne façon de procéder. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est une bonne façon de procéder. Mm. Parce que ça s'apprend pas, en fait. Comment tu vas apprendre l'humain? Comment tu vas apprendre en fait, tu deviendras pertinent dans tes questions quand tu te seras déjà pris un peu de baffe dans la figure, quoi. Et donc, faut y aller, quoi. Faut accepter cette idée-là. Mm. Ouais, complètement. Je te rejoins parce que là-dessus, ça me fait penser à la première fois que moi j'ai été confronté vraiment à la vente. Je me souviens très bien qu'effectivement, j'avais pas de formation précise. C'était pour une petite startup qui avait pas encore trouvé son product market fit, tu vois, qui avait du mal à apporter de la valeur vraiment. Et donc en fait, bah, j'ai juste regardé toutes les vidéos YouTube sur le sujet. J'ai acheté 20 bouquins sur le sur le sujet. Et en fait, au bout d'un moment, bah, ça a fonctionné parce que j'ai compris que tout était dans la personnalisation, dans effectivement le fait de savoir écouter, de connaître vraiment son prospect pour ensuite gagner sa confiance, créer du lien, identifier des pains et apporter une solution qui pouvait potentiellement les résoudre. Donc, non, effectivement, la confrontation, c'est hyper important. C'est très intéressant ce que tu dis là-dessus. Bah, tu sais, la vente, en fait, c'est donner envie et inspirer confiance. C'est les deux critères. Donc, euh, pour faire ça, il faut fondamentalement s'intéresser à la personne. Ça, c'est la première des choses, à sa problématique. Et puis ensuite, bah, c'est être sûr aussi de sa solution. Parce Mm. que, et puis il faut l'aimer, sa solution. C'est pas simplement avoir une connaissance technique, faut aimer. Moi, tous les produits que j'ai vendus et encore celui que je vends, mais je suis passionné par ça, je trouve que c'est génial. C'est le produit qu'il vous faut, monsieur. Euh, et à 59 ans, j'ai encore toujours la flamme et cet enthousiasme, et c'est ça qui fait bah, qui fait que tu vends, en fait. Ça se sent, c'est génial. C'est trop bien. J'adore ça, moi. Ok, super. Écoute, préparateur à la vente, très intéressant. Là aussi, je mettrai le lien vers ton LinkedIn si les gens veulent en savoir plus ou se faire accompagner. Euh, Écoute, je vais te poser maintenant 5 questions que je t'avais envoyées par rapport aux biais cognitifs et comment ils sont liés à la vente selon toi.
Le premier, c'est donc l'effet d'ancrage. Peut-être que tu le connais, c'est le fait que quand on te donne un chiffre, par exemple, tu vas ancrer ta perception de la réalité axée sur ce sujet-là, hein, autour de ce chiffre-là. Tu vois, si je te dis, OK, mon produit vaut 100 euros, instinctivement, tu vas essayer de le négocier, mais à partir de 80 euros, tu sentiras que c'est déjà allé un peu trop loin, euh, parce que justement, on t'a ancré une valeur en tête. Je ne sais pas si c'est clair expliqué comme ça. Ouais, après, moi, j'ai interprété cette question par rapport à la définition du prix de vente, en fait. Et en particulier, je suis parti de l'idée d'une innovation. Là. En fait, il y a deux histoires. Là, pour le coup, je suis allé les regarder. C'est l'épisode numéro 84 et l'épisode numéro 85 de La Voix de la Vente, où je parle exactement de ça. En fait, le prix, bien souvent, la façon dont on calcule les prix, c'est ce que j'appelle la méthode industrielle. C'est-à-dire, tu as un prix de revient, et tu rajoutes une marge. Allez, t'es fou, tu mets jusqu'à 40-50% et puis tu vas. Alors qu'en fait, tu peux potentiellement avoir quelqu'un en face de toi qui est prêt à payer le double ou le triple parce que bah, ça lui résout un tel problème que même dans certains cas, ça n'a même pas de valeur. Quoi. Je veux dire, c'est le fameux boulon à 1000 $. Quoi. Et, Hmm. euh, et donc, pour moi, ce qui est vraiment important à faire, c'est ça se passe en fait dans les toutes premières discussions en fait avec des clients, donc ce qu'on appelle les découvertes ou enfin, les premières conversations qu'on a avec les concurrents, avec les clients. C'est à ce moment-là en fait d'essayer de mesurer la valeur que tu représentes par rapport à leurs problématiques. Hmm. Et c'est à ce moment-là qu'il va te le dire en fait. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas du tout en train de négocier. Tu es juste en train d'échanger à bâton rompu. Ah ben voilà, moi j'ai tel composant ou j'ai telle solution de faire ça. Qu'est-ce que ça va vous permettre de régler? Ah ben, si vraiment votre truc ça marche comme vous dites, ben nous ça va nous permettre de blablabla. Bla, 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 bla. Le gars il t'explique tout ce qu'il va faire avec ça. Ok, d'accord, et ça représente une valeur de quoi? Il va te le dire en fait. Parce que souvent à ce niveau-là, il peut arriver que tu discutes avec des techniciens, avec les gens qui sont en train de mettre au point le nouveau procédé ou je sais pas quoi. Et en fait, ces gens-là, ils n'ont aucune notion de, c'est pas des acheteurs quoi. Et là, ils vont te donner la valeur perçue. Et la Hmm. valeur perçue, c'est le prix que tu dois donner. Donc la meilleure nouvelle que tu puisses avoir, c'est quand tu rends un prix, c'est que le gars te dit saute au ciel et te dise oh, mais vous êtes fou monsieur, c'est beaucoup trop cher. Là, ça veut dire que c'est bien. S'il te Hmm. dit OK, il note, ça veut dire que t'es pas assez cher. Hmm. Donc il vaut mieux y aller Ok. franco, quoi. Tape fort et Et tu verras bien. C'est plus facile de descendre un escalier que de le remonter, hein, surtout avec un prix. ouais, effectivement, ouais. Ok. Très intéressant. Ok, ok. Donc l'effet d'ancrage, Donc, si tu veux super. ancrer, pour revenir sur ton idée d'ancrage, si tu veux Ouais. ancrer quelque chose, bah, ancre cher. Oui, tant qu'à faire. Mais ça fait peur, tu vois, de proposer un prix très élevé. Ça fait peur à qui? Moi, ça me ferait peur de proposer un prix très élevé à un prospect. Écoute, je te propose de faire quelques séances avec moi, parce que ça, c'est typiquement une croyance. Ouais. C'est Hmm. typiquement une croyance. Ça te fait peur. Tu as peur de quoi, en fait? Tu as peur de perdre un client que tu n'as pas gagné? Tu ne perds rien puisque tu l'as pas. Ouais, c'est pas faux. On en rediscutera. Oui, Mais voilà, pas de souci. bon, ok. Deuxième biais, c'est celui le biais de confirmation. Tu sais, là-dessus, c'est l'idée qu'en fait, un commercial ou même un humain va privilégier les informations qui confirment ses croyances et il va minimiser toutes les informations qui pourraient les invalider. Comment est-ce que tu vois les liens de ce biais de confirmation avec justement la préparation à la vente? En fait, si tu m'as bien écouté, tu as la réponse à ta question. Oui. En fait, pour éviter ça, c'est tout simple, hein, c'est d'écouter sincèrement et de reformuler. Hmm. Tout simplement, en fait. Le gars te dit, te raconte un truc, et tu l'écoutes, tu, 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 en fait, tu ne penses pas à sa place. Moi, tu vois, je constate souvent ça. Il y a beaucoup de vendeurs qui, qui pensent à la place de leurs clients et qui partent sur un a priori. Alors, quelle que soit la raison pour laquelle ils partent sur cet a priori. Mais ils partent sur un a priori. Alors, souvent, l'a priori, c'est le budget. Hmm. Donc, tu vois, par exemple, moi j'ai un exemple, un magasin de vin
dans lequel j'ai arrêté d'aller parce que à chaque fois que je rentrais, je voulais pour acheter une bouteille de champagne. On m'orientait toujours vers une bouteille pas trop chère. Et on m'avait jamais demandé ce que je voulais en fait. Ah bah tiens, c'est un bon, c'est pas trop cher. Mm. Une mauvaise idée en fait. On n'en sait rien. C'est en fait qu'est-ce qui vous intéresse? C'est pour faire quoi? C'est pour manger quoi avec? Blablabla. Enfin voilà, fais ton questionnaire. Donc écouter, ne pas supposer. Donc, mais si tu écoutes sincèrement, tu supposes rien du tout, tu écoutes. Et s'il y a un truc où tu commences à supposer quelque chose, c'est que c'est pas clair. Pose des questions. Et puis, pose des questions en reformulant. C'est-à-dire, là, ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est blablabla, blabla, c'est bien ça. Ah non, c'est pas du tout ça. Oui, oui, c'est ça. Et puis même, ça va même aider le client à affiner sa propre réflexion. Parce que les clients, ils savent pas toujours ce qu'ils veulent. Hein. Il y a des gens, ils sont persuadés qu'il leur faut un truc bleu, alors qu'en fait, c'est un truc vert dont ils ont besoin. Donc, et ça, en fait, moi, j'ai souvent tendance à dire que une vente, ça commence par une conversation. Et une conversation, comme son nom l'indique, il y en a un qui parle et l'autre qui écoute. Et idéalement, c'est l'acheteur, enfin c'est le client qui parle et c'est le vendeur qui écoute. Et quand le vendeur prend la parole, bah, il reformule pour essayer de voir s'il a bien compris. Et si tu as bien fait ça, ben en fait, il n'y a plus d'objection derrière. Parce que souvent, on se dit, ah, comment vous faites pour lever les objections? Ben moi, je les lève pas parce que je ne les provoque pas. Et tu ne provoques pas les objections en écoutant avant de parler. Et en reprenant ce qu'a dit le client. Ah, vous m'avez dit tout à l'heure que blablabla, donc du coup, ben moi, ça tombe bien parce que mon produit, il fait blablabla. Le gars, il ne va pas dire, ah non, non, c'est pas tout à fait ce que je vous ai dit. Ben si, monsieur, vous m'avez dit, je vous ai même demandé si c'était bien ça, vous m'avez dit oui. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ça ne va même pas lui venir à l'idée. Tu vois? Ouais. Ok. Intéressant. Ok. Alors, le troisième, c'est l'effet de rareté. Et c'est, en fait, tu sais, il y a souvent des sentiments d'urgence qui sont créés, surtout au niveau marketing, pour pousser à l'achat. Tu vois, moi, je sais que la plus belle vente que j'ai faite, c'était une formation à 12 000 euros. Pourquoi je l'ai vendue ce jour-là? Parce que le mois d'après, la formation, elle a augmenté de 2 000 euros en termes de prix. Et donc, la personne s'est dépêchée d'acheter parce que elle savait que ça allait augmenter. Comment est-ce que tu interprètes cet effet de rareté et comment tu le vois dans la vente, même si à la lumière de ce dont on a parlé et de mon histoire on a quand même quelques clés. Est-ce que tu veux développer? En fait, si tu es dans une situation où tu peux faire ça, ça mange pas de pain, donc vas-y, fais-le. Mais pour moi, la véritable question, enfin la chose la plus importante, c'est la valeur, en fait. C'est la valeur du produit que tu proposes. Et c'est même pas la valeur intrinsèque, c'est la perception que le client a de cette valeur. Et ça, c'est lui qui le maîtrise, c'est pas toi. C'est lui. Toi, tu dis, je l'ai vendu à 1200, à 12 000 euros parce que elle allait monter à 20 000 euros. Mais peut-être que tu l'as vendu à 12 000 euros à ce moment-là parce que cette personne-là, elle avait énormément besoin de cette formation parce que sans cette formation, il se passait quelque chose, il risquait de se passer quelque chose dans son entreprise. Je sais pas, il y avait un gars qui allait partir. Ils n'auraient pas réussi à prendre un super contrat avec Airbus ou Sanofi ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Et toi, tu l'as interprété comme ça, ou peut-être que la personne te l'a dit pour histoire de trouver une explication à ça, mais c'était pas ça la vraie raison. J'en sais rien, mais j'imagine. Mais pour moi, en fait, le driver, c'est la valeur, en fait. C'est ce que disent les Américains, en fait. Les Américains, ils ont toujours ce mot-là à la bouche. The value, the value, the value. Bring the value. C'est le seul truc qui compte, en fait. Et quelle valeur t'apporte, ou valeur ajoutée, quelle valeur t'apporte à ton client? Après, le prix, en fait, c'est juste une conséquence de tout ça. En fait, mais si tu as un produit qui a énormément de valeur perçue par le client, le meilleur exemple, c'est les produits de la marque à la pomme, en fait. C'est ce qui fait que des gens se précipitent pour aller acheter un petit boîtier 1500 euros parce qu'ils sont persuadés que ça va leur apporter quelque chose d'incommensurable. Bah, justement, la prochaine question est très liée avec ce que tu viens de dire. Le biais du statu quo, en fait, c'est un biais
qui parfois influencent les décideurs ou les acheteurs potentiels dans leur prise de décision. C'est-à-dire ils ont plus tendance à rester dans une situation telle qu'elle est parce que c'est confortable, plutôt que d'aller dans une nouvelle situation, même si elle est plus avantageuse. Comment est-ce que tu Ça, l'interprètes, commercial? en fait, c'est l'apanage de l'humain. L'humain, il adore le statu quo. Le cerveau humain, il adore le statu quo. Alors, en fait, il est paradoxal, le cerveau humain. Il aime la nouveauté parce qu'il est toujours programmé pour te protéger contre le mammouth qui est à la sortie de ta caverne. Donc, si tu as une nouvelle technique qui va permettre de faire fi du mammouth plus rapidement, potentiellement, il est intéressé. Mais fondamentalement, le cerveau, il s'économise, en fait. Donc, le statu quo, génial, parce que tu n'as pas à penser, tu n'as pas à réfléchir, tu fais tout le temps la même chose. C'est ce qu'on appelle les habitudes quand on parle mal, et puis les routines quand on veut faire un peu plus genre, et puis ça se termine par se définir comme la discipline, en fait. Mais, en fait, le statu quo, tout le monde aspire à ça, en fait. Surtout ne rien changer. Donc, la véritable façon de faire changer les gens, enfin, la seule chose qui fait changer les gens, c'est le danger. C'est ça, enfin, c'est le danger et éventuellement, enfin, il y a deux moteurs en fait. Le premier moteur, c'est fuir un danger et le deuxième, c'est aller vers quelque chose qui fait plaisir. C'est le Doliprane et la vitamine C. Entre les deux, celui qui se vend le plus facilement, c'est le Doliprane parce que le Doliprane, il stoppe une douleur alors que la vitamine C, potentiellement, elle t'apporte un peu de bien-être, mais c'est plus dur à vérifier. Donc, c'est la douleur. Donc, c'est toutes ces stratégies de vente basées sur la peur, hein, osons le dire, le pain point, pour parler, comme on dit en patois picard, tous les trucs qui tournent autour de ça vous fait mal. Et en fait, la façon de procéder par rapport à ça, c'est de faire pleurer dans les chaumières sur ce qui fait mal. Et puis, à un moment donné, faire imaginer la personne qui pourrait être bien pour elle. Et puis au dernier moment, waouh, ça y est, je l'ai le produit, le voilà. Et là, le gars, il dit, ah ouais, ça c'est génial. Et là, il a un vrai moteur, il est motivé. Tu l'as persuadé, tu l'as pas simplement convaincu, tu l'as persuadé. Et persuadé, c'est pas simplement mental. Convaincre, être convaincu, ça se passe au niveau du mental. Persuadé, ça se passe aussi au niveau des émotions, au niveau du cœur. C'est la motivation. Et ça, une fois que tu as persuadé quelqu'un que, comme je disais tout à l'heure, tu as la solution à son problème, et que son problème, il le fait vraiment souffrir, là, il va y aller. Souvent, on a des solutions, des vendeurs ont des solutions à des problèmes qui n'existent pas suffisamment forts chez des clients pour qu'ils aient envie de changer. En fait, c'est tout simplement ça. Et c'est là que c'est important de vérifier. J'ai une super solution, j'ai un super produit, mais si j'ai pas en face de moi quelqu'un qui a une problématique suffisamment grande pour qu'il s'attelle à ce produit-là, il se passera rien en fait. Voilà, c'est tout. En fait, c'est quelle est la motivation intrinsèque du client à acheter ton produit. Ouais. Ok, ouais, super intéressant, effectivement, à changer le statu quo. Et par exemple, c'est jamais le prix. Tu vois, il y a des gens qui disent, ah ouais, je vais baisser le prix. Ah, si vous voulez, je vous fais une promo. Non, j'ai pas envie de l'acheter, j'ai pas envie de l'acheter. Par contre, le problème, c'est que si tu fais la promo à ce moment-là, puis que le gars revient 6 mois après en disant, ah, au fait, je me rappelle, vous m'aviez dit que vous aviez le produit. Ah ben, ça y est, là maintenant, c'est d'actualité chez nous. Et là, par contre, je peux te dire que ça, il l'aura pas oublié, la promo. Non, vous m'aviez dit que c'était 80 € le produit, c'est pas 120. Et là, t'es marron. Donc, en fait, le prix, il faut en parler que quand tu as quelqu'un qui a véritablement envie de t'acheter, quoi. Le prix, c'est simplement la cristallisation d'une transaction commerciale. Mais pour avoir une transaction commerciale, il faut avoir quelqu'un qui a envie de vendre, bien entendu, mais surtout quelqu'un qui a envie d'acheter. Et tant que tu n'as pas vérifié ça, tant que la personne n'est pas en position d'achat, comme on dit quand on vend des commodités, ça ne sert à rien de dégainer son prix, de dégainer son offre, de dégainer tout ce qu'on veut, on s'en fout complètement. Et que tu la vendes 12 000, 15 000, 20 000, 3 000 ou 520, la personne ne va pas acheter. Alors après, il y a un autre biais, et ça, tu t'en rends compte quand tu vas à la braderie de Lille, par exemple. Moi,
j'ai vécu une partie de ma vie à Lille et j'avais fait la braderie de Lille avec mes gamins. Et là, c'est le seul endroit où tu as plein de gens qui achètent plein de trucs qui servent à rien et ils sont prêts à payer n'importe quoi. Mais parce qu'ils sont mis dans un, dans un état d'esprit, enfin, dans un contexte où tout le monde a envie d'acheter. Genre, je sais pas si tu es déjà allé à la braderie à Lille, mais ou dans une autre grande braderie comme ça, c'est vraiment intéressant à voir. Tu vends n'importe quoi, les gens achètent n'importe quoi. Moi, j'avais réussi à persuader mes enfants que j'étais le meilleur vendeur du monde. Mais en fait, ils achètent n'importe quoi, les gens. C'est vraiment, voilà, parce que bah, justement, l'envie est tellement grande que bon, bah, vas-y, on y va, quoi. Et puis, de toute façon, les prix sont bas. Donc, il y a un contexte qui fait que. Mais c'est vraiment la seule exception. Dans la vraie vie, euh, si tu n'as pas des gens en face qui perçoivent que ce que tu leur proposes va régler un problème qui est vraiment important pour eux, Oui, bah, il n'y a pas de sujet, quoi, ça se vend pas. Et justement, intéressant, en tant qu'entrepreneur, toi, pour fixer le prix de ton offre au départ, comment tu t'y es pris? ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, je me suis interrogé sur. Alors, tu parles de laquelle? De l'offre actuelle ou des offres que j'ai pu faire dans le passé? Parce que j'ai fait pas mal de choses différentes. Bah, en général, quel est ton process au départ quand tu craftes une solution, tu prépares une solution et Ah, que tu vas le confronter au marché? D'accord. Bah, écoute, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait. C'est dans les premiers temps, j'essaye de déterminer par du questionnement euh, en quoi ce que je propose peut être utile pour le client et ce que ça va lui permettre soit de gagner, soit d'économiser. Hmm. Ok. C'est les deux moteurs, en fait. Ouais. Et c'est à ce moment-là c'est à ce moment-là que tu chopes les informations. Hmm. Ouais, puis tu évalues un peu le ROI, etc. Ok, intéressant. Ouais, enfin, ça va au-delà du ROI, hein, parce que tu as des gens, ils sont prêts à payer au-delà du ROI. Par exemple, tu achètes un produit considéré d'un peu de confort ou de luxe, bah, y a pas, c'est pas une, tu sais, il n'y a pas un retour sur investissement quantifiable, en fait. C'est l'envie qui drive le tout. Donc, mais bon, après, ça, c'est ce qui se passe. Là, ce que je dis, c'est surtout par rapport à des nouveaux produits, des nouvelles prestations, des nouvelles choses. Quand hmm. il y a un marché, bon, bah, là, tu fais quand même pas ce que tu veux. Je veux dire, s'il y a un marché, qu'il y a déjà des habitudes d'achat, etc., bon, bah, tu vas pas T'as la- vendre ton produit 10 fois plus cher parce que, soi-disant, il est made in France. Là, ça, c'est des bêtises qu'on est en train d'essayer de nous faire croire parce que c'est made in France, tu vas pouvoir vendre plus cher. Bah, non, en fait, non. C'est pas ça. La valeur du made in France, elle n'est pas suffisamment importante pour se permettre de vendre je sais pas moi, 20% ou 30% ou 50% plus cher. hmm. Peut-être que des gens peuvent accepter 5% plus cher, et là on tombe dans ce que je disais tout à l'heure, j'appelais ça le luxe, enfin, c'est pas du luxe, mais c'est plus euh, comment être en adéquation ses valeurs ou ce qu'on pense qui est bien, etc., etc. Mais ça a une limite, quoi. Tu vas pas dépenser, tu vas pas payer le produit 2 fois plus cher. Oui, ok. Ok, ok. Alors, la dernière question sur les biais cognitifs, c'est celle de l'effet de cadrage. Donc, c'est un petit peu comme l'effet d'ancrage qu'on a vu au départ. Mais en fait, l'idée, c'est que tu offres un choix à ton prospect, mais tu cadres ce choix à l'intérieur d'un cylindre duquel il ne peut pas sortir. Tu vois, si je te dis, écoute François, je te propose qu'on se rencontre, donc bon, bah, soit jeudi dans l'après-midi, soit lundi prochain dans la matinée. Tu vois, tu offres un choix à la personne, mais en fait, elle a le choix sur la forme, mais pas sur le fond. Elle va te rencontrer de toute façon. Il y a juste deux possibilités. Comment est-ce que tu penses que ça impacte la vente en B2B? Bah, avoir 2 voire 3 solutions, c'est toujours bien. Hmm. Tu parles C'est en d'offres. fait, comment? Tu parles d'offres du coup là-dessus? Ouais, d'offres, d'offres. On reprend la définition que je donnais tout à l'heure. Apporter une solution à un problème, bon, bah, c'est pas une solution, tu peux en proposer plusieurs et donner le choix à la personne. Mais dans tous les cas, il faut que ces solutions-là, elles soient pertinentes. Hmm. Après, il n'y a pas d'études qui démontrent que si tu mets 3 produits, il vaut mieux en avoir 3 que 2 parce que 3, bon, ça, on n'a pas besoin de moi pour savoir ça. Il suffit d'aller sur Internet. C'est raconté, soit c'est l'explication, là, c'est sur le popcorn, en fait.
les paquets de pop-corn, les petits, les gros, etc. Donc, ça c'est expliqué sur Internet. Mais oui, bien sûr, ouais, si tu peux avoir, même de façon générale, donner l'alternative à quelqu'un, bah oui, c'est toujours mieux, parce que sinon, tu te retrouves dans un discours binaire, oui, non. Et Hmm. naturellement, la personne a plutôt tendance ou envie de dire non que oui, surtout en France. Hmm. Ah bah oui, Autant aux ça. États-Unis, les gens sont plutôt ouverts sur la nouveauté, autant en France, on adore dire non. En fait. Hmm. Et d'ailleurs, la France est une excellente école de vente. Hein. Je pense que ceux qui performent bien en France, ils performent dans n'importe quel pays. Enfin, je ne connais pas l'Asie, mais la France, c'est super compliqué à vendre. On est avec des gens suspicieux, qui ne veulent pas payer cher, qui ont peur de sortir de leur zone de confort. C'est critique, toujours en train de râler, jamais content. C'est quand même un peu ça, le français. Donc, c'est très, très dur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a énormément de boîtes étrangères, en particulier les Allemands, qui se cassent la figure en France parce qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas le marché. Et moi, je me rappelle, là, quand j'ai bossé pour cette entreprise allemande là, en France, il y avait vraiment il y avait vraiment des explications à faire pour que les Allemands ils comprennent. Bon, après, comme ils ont vu qu'on y arrivait sans leur aide, ils ont fini par nous fiche la paix et puis on a tracé notre route. Mais c'est la France, c'est vraiment un pays pas simple pour les vendeurs. Hmm. C'est très marrant que tu dises ça parce que j'ai un ami qui a fondé une entreprise qui permet aux architectes de mieux gérer leurs projets, c'est un logiciel. Et en fait, il a commencé à vendre en France. Il a fait quelques belles ventes qui lui ont permis d'avoir un fonds de roulement. Et en fait, après, il s'est exporté aux Émirats Arabes Unis parce qu'en fait, là-bas, vendre est beaucoup plus facile. Même si c'est plus difficile de se créer une réputation, une fois que tu as une réputation intéressante, en fait, les gens te font confiance rapidement. S'il y a un vrai besoin, ils n'ont pas de problème à débourser. Et c'est vrai que ça a l'air assez fantastique quand même, parce que ici, effectivement, comme tu dis, les gens sont méfiants, les gens sont près de leur sous, parce qu'évidemment, ils sont beaucoup imposés, c'est compliqué de se développer. Non, c'est marrant, j'ai jamais eu encore cette discussion par rapport au fait que la France était particulièrement compliquée pour vendre. C'est très intéressant comme point de vue, j'aime bien. Oui, Ok. j'ai commencé en Allemagne. Donc, quand je suis revenu en France, j'avais jamais vendu. Donc, c'est vrai que c'était pas simple. Mhm. Il a fallu que j'apprenne. Mais bon, à l'époque, c'était des commodités. Donc, bon, il n'y avait pas grande marge de négociation. Et après, Mhm. quand je suis parti aux États-Unis, où là, bon, ça faisait 10 ans que je bossais en France, là, j'ai cartonné. Hein. Les États-Unis, c'est super simple, en fait. Pas super simple, j'exagère. J'exagère parce que c'était pas si simple que ça. Et puis, mais bon, pour d'autres raisons, ça n'a pas forcément été une réussite formidable. Mais d'ailleurs, je le raconte dans quelques histoires, comment j'ai réussi, en fait, à, à intéresser les gens là-bas parce que, bah, déjà, un discours. En fait, en France, pour bien vendre, il faut vraiment bien maîtriser ce que tu racontes, quoi. Les vendeurs de chaussettes, les vendeurs qui arrivent avec des grosses ficelles de vendeurs, franchement, ça marche pas, quoi. Je pense que ça n'a jamais vraiment marché, mais alors là, encore moins aujourd'hui. Il y a Mhm. tellement de caricatures maintenant sur les réseaux que tu as intérêt à affiner ton jeu. Et pour moi, et puis en plus, bah, il y a quand même l'intelligence artificielle qui fait beaucoup de choses aujourd'hui. Donc il y a quand même pas mal de métiers de vendeurs ou de gens qui se disent vendeurs qui vont disparaître. Et aujourd'hui, le vendeur, ça doit être un vrai professionnel. Quoi. Tu dois être un vrai professionnel de ton produit, de ta problématique, de la problématique du client, pardon, de ton Mhm. produit, de ta solution. Enfin, faut savoir de quoi tu parles. Tu n'es pas obligé d'être expert technique, parce que les techniciens, ce pas les meilleurs vendeurs du monde. Faut quand Mhm. même garder, faut savoir justement collecter de l'information, écouter, développer de l'empathie sans se mettre à la place de l'autre complètement. Euh, donc, il faut avoir des qualités humaines. Et il faut aussi avoir un minimum de connaissances techniques, au moins savoir de quoi tu parles, quoi. Mhm. Dans le sens où être capable d'expliquer assez rapidement au client en quoi c'est intéressant pour lui de s'intéresser à ton produit, à toi et à ton produit et à l'entreprise que tu représentes. Mhm. Ok. Ok, François, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus pour la partie interview. Merci beaucoup, c'était passionnant. Écoute, j'espère que toute mon audience appréciera la qualité de ton discours et de ton expérience. Moi, je garde en Et tête que tu as une pensée limitante qu'il va falloir qu'on aille traquer à un moment donné.
Donc, tu as mes Oui, oui, coordonnées, n'oublie pas de m'appeler. oui, on est connecté, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, bah, on stoppe l'interview juste là. Et écoute, François, ouais, franchement, merci beaucoup. C'était passionnant. Franchement, toute ton expérience, on sent le vécu et la passion pour le métier.